Très bien. Je pense que vous m'entendez. Et comme on est assez court en créneau, je vais vous proposer qu'on attaque. Allez, attaque, Si vous attaque, m'entendez, tout va parfait. bien. Salut. Eh bien, parfait. Je vous propose qu'on attaque à présent un véritable cycle de conférences, puisque vous allez assister à nos côtés à 4 Attention, conférences c'est son petit succinctes time de la journée, faut pour pas qu'il parler d'un voit. sujet qui peut paraître un petit peu en marge de cet energy meeting. On parle beaucoup d'énergie, mais pas que en fait, puisqu'on parle de sobriété, d'adaptation. Et aujourd'hui, on va essayer de parler un petit peu de différents sujets. Un, comment conjuguer finalement l'objectif zéro émission nette et zéro artificialisation nette. Et puis on va faire un pas de côté, on va se poser la question de comment créer du logement autrement qu'avec le logiciel d'hier. Voilà un petit peu le teasing que je voulais vous partager pour ce cycle de conférences IFPEB sur la sobriété immobilière et foncière. Comment transformer le parc existant pour répondre à la crise du logement. Waouh! C'est un peu grandiloquent, j'espère qu'on va être à la hauteur de tout ça. Écoutez, vous nous direz tout à l'heure. Comment? Alors on va commencer par la première conférence que j'anime, où j'avais envie de vous poser une question. Quel pourrait être le potentiel de création de logements en transformant le parc existant? Et je vais commencer peut-être par une histoire que j'avais envie de vous raconter, qui est finalement pourquoi est-ce que l'IFPEB, je ne me suis pas présenté, je suis Christophe Rodriguez, je dirige l'IFPEB, excusez-moi, je vais un peu rapidement. Pourquoi est-ce que l'IFPEB s'est intéressé au sujet, à ce sujet saillant, complexe de la sobriété immobilière et sobriété foncière? Et je vais vous le raconter en toute humilité. On s'est rendu compte d'un truc qui est peut-être évident pour beaucoup d'entre vous, c'est que c'est quand même un peu difficile de se raconter qu'on va réussir l'objectif zéro émission nette, l'objectif de neutralité carbone, si on continue de faire comme on a toujours fait. Donc je vais vous le raconter et vous l'illustrer de la façon dont je l'ai vécu à titre personnel. Vous retrouvez ici le plan de la France pour réussir à être neutre en carbone à l'horizon 2050. D'accord, beaucoup d'entre vous l'ont en tête, c'est la fameuse stratégie nationale bas carbone. Au-dessus, vous avez les émissions de gaz à effet de serre, tous secteurs confondus. D'accord, donc on a l'immobilier, la construction évidemment, mais on a aussi les autres secteurs, comme l'agriculture, comme le transport. Et en dessous, le petit liseré bleu-vert, vous avez la partie puits, puisqu'en fait, la neutralité carbone, c'est un équilibre dynamique où chaque année, un peu comme les cash flows d'une entreprise, on fait les comptes entre l'argent qu'on a perdu et l'argent qu'on a gagné, et on perd plein d'argent tous les ans. Donc on a une stratégie pour arrêter de perdre de l'argent à l'horizon 2050. Je pars de là juste pour que vous ayez à l'esprit que si on veut réussir à atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050, il y a deux défis. Le premier, qui est le plus important et le plus difficile, c'est de diminuer de façon drastique notre consommation d'énergie, parce que même si les énergéticiens, il y en a beaucoup aujourd'hui, sont géniaux et très brillants, ils n'arriveront pas à tout décarboner. Donc on est quand même un peu condamné à diminuer la quantité d'énergie, parce que même si on est super fort, on n'arrivera pas à décarboner l'ensemble de l'énergie. Un ordre de grandeur à avoir en tête, on espère diviser par 2 la consommation d'énergie à l'horizon 2050. Je vais vous montrer dans quelques instants le bilan pour l'immobilier depuis 1990. Si je vous le montre, c'est que ça sent pas bon. Donc ça, c'est le premier défi, c'est comment est-ce qu'on fait pour réduire de façon drastique notre consommation d'énergie. Puis après, il va y avoir probablement du changement de vecteur, de la décarbonation d'énergie. Mais ce ne sera pas forcément le sujet d'aujourd'hui. Et le deuxième sujet, c'est les puits, puisqu'on a un certain nombre de puits naturels, dont la forêt, parce qu'on n'a pas d'océan en France, donc on fait avec ce qu'on a. On a des prairies, on a la forêt. Et là, on se donne l'objectif de multiplier par 2, mais on voit que le liseré, il est un peu plus fin. Donc on sent que, même si on a très envie de parler des puits, parce que c'est assez cool les puits, malheureusement, le plus gros effort qu'il va falloir faire, c'est comment on fait pour diviser par 2 nos consommations. Je fais un peu un raccourci. Donc voilà un peu ce qui occupe l'IFPEB depuis 10-15 ans. On travaille là-dessus, comment on fait, quels sont les leviers, combien ça coûte. On regarde un peu combien ça coûte quand même, c'est plus facile. Et on se rend compte de quelque chose. Si je regarde dans le rétroviseur, je vais vous montrer un petit peu le chemin parcouru sur le résidentiel. Qu'est-ce qu'on a fait dans le résidentiel depuis 1990? On a fait 2 trucs. Un, on a construit plein de trucs. Donc ça quand même, on est assez fort, même si on est dans une période de crise, donc je vais quand même y aller mollo, mais on a quand même une trajectoire. Si on regarde uniquement les résidences principales, il n'y a pas que les résidences principales dans la vie, il y a quand même une tendance où on est quand même assez balèze pour construire des bâtiments dans l'immobilier, je crois qu'on peut se le dire. Par contre, il y a un truc où on est un peu moins fort, c'est diminuer notre consommation d'énergie. Hein, on se rappelle tous de la chasse au gaspillage, le plan de sobriété énergétique un peu plus récemment. Ça va faire 40 ans, 30 ans, 40 ans qu'on parle, qu'on développe une culture commune. Le meilleur kilowattheure, c'est celui qu'on ne consomme pas. On a développé une culture commune, on fait énormément d'efforts. On a des politiques incitatives qui sont extrêmement ambitieuses. Mais quand on regarde, je ne vous donne pas les chiffres précis, mais ayez en tête que c'est à peine si on arrive à stabiliser la consommation d'énergie au niveau national du résidentiel. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même réussi à pas mal virer le fioul et le charbon au profit du gaz et de l'électricité, donc on se décarbone. C'est quand même assez cool.
mais vous devez vous rappeler mes propos liminaires en disant il va falloir qu'on divise par deux. Ce n'est pas le chemin que ça prend pour le moment. Donc première intuition, que fait-on de nos journées? Bon, on a quand même un signal faible de on construit plein de bâtiments. Ça ne peut pas être partout. Si on regarde sur le tertiaire, on a même une dynamique de croissance et on commence tout doucement à avoir une tendance baissière. Difficile de dire si c'est pour sauver la planète ou si c'est le coût de l'énergie qui a un petit peu explosé avec tout ce qu'on a vécu depuis la crise 22-23. Mais en tout cas, on a une tendance baissière depuis quelques années. Mais si on regarde dans le rétroviseur, difficile de se raconter qu'on est dans une dynamique globale de diminution drastique de la consommation d'énergie. Et à nouveau, on pourrait se demander, mais qu'est-ce qu'on fait de nos journées? Et là, j'ai quand même la tentation de regarder le graphique de droite et de dire, on construit plein de bâtiments. Et que 24 heures dans une journée, on ne peut pas être partout. Donc premier électrochoc, un jour ou l'autre, il faudra qu'on passe un peu de temps à s'occuper des bâtiments existants. J'ai bien dit s'occuper. Je ne sais pas si on va les raser, je ne sais pas si on va les rénover, je ne sais pas si on va les transformer, mais il faudra peut-être qu'on y passe un peu de temps si on veut réussir un jour à atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Ça, c'était pour la partie la plus difficile des ambitions de neutralité carbone, qui est baisser drastiquement nos consommations d'énergie et changer de vecteur. Allez, on regarde un petit peu les puits. Donc là, il y a un graphique un peu complexe que j'ai mis, mais je vais tenter de vous le décrypter. Quand on parle des puits, il faut avoir en tête qu'on a à nouveau un équilibre un peu dynamique, puisque chaque année, d'un côté, on a des puits, essentiellement les forêts, un peu les prairies, qui captent du CO2. Facile à comprendre. Mais ce qui est peut-être un peu moins clair dans l'esprit des gens, c'est qu'on aime bien libérer des stocks de carbone. Il faut avoir en tête que, à peu près, quand vous vous baladez dans une prairie, à peu près sur 1 mètre, il y a du carbone dans le sol. Donc si vous retournez tout, vous libérez du carbone. Vous allez me dire c'est anecdotique. On ne le voit pas en plus, donc c'est difficile de le mesurer. Si vous regardez un peu ces courbes, vous vous rendez compte quand même que ce qui se passe au-dessus, là, le jaune et le gris, le jaune, on va dire, c'est la partie agriculture, et le gris, c'est l'artificialisation des sols, c'est loin d'être anecdotique. Donc quand on artificialise, d'un côté, il y a l'histoire, la métaphore des 24 heures. Qu'est-ce qu'on fait pendant 24 heures? Si on est occupé à construire, on s'occupe un peu moins du parc existant. Et en plus de ça, on libère des stocks. Donc on sabote un peu notre puits naturel au niveau national. Donc déclic important, il va falloir s'occuper du parc existant, on n'a pas trop le choix. Sauf si on renonce à l'ambition de la neutralité carbone à l'horizon 2050. Donc à chaque fois qu'on passe un peu de temps à se demander comment est-ce que je peux développer un business, un modèle économique pour m'occuper du parc existant, et puis quand je m'en occupe, sur un malentendu, je diminue la consommation d'énergie, je sors des énergies fossiles, en fait on contribue à l'objectif zéro émission nette. Donc zéro artificialisation nette et zéro émission nette sont les meilleurs amis. Comment réussir zen si on ne réussit pas ZAN? La question semble tout à fait épineuse. Voilà le premier message que je voulais vous partager. Allez, on passe d'un sujet épineux à un autre sujet épineux. Aujourd'hui, comment ça se passe, l'équilibre offre-demande au niveau national pour les logements? Je ne suis pas sûr d'être le plus grand expert pour vous en parler, mais je vais vous dire ce que j'ai compris. Dans le monde d'avant, qui est quand même un peu le monde d'aujourd'hui, on avait deux choses. D'abord, c'est l'évaluation de la demande. L'évaluation de la demande, c'est on a besoin de tant de logements. Et là, je vous ai mis quelques chiffres, on se rend compte que les écarts sont assez importants pour différentes raisons. D'abord, c'est un mélange entre des hypothèses méthodologiques, politiques et prospectives. On voit par exemple que l'ADEME est un petit peu plus optimiste que l'USH. Bon, après c'est un peu les syndicats et la police. On peut s'imaginer que les visions des sujets sont un peu différentes. Puis après, le deuxième sujet, c'est que c'est complexe l'évaluation du besoin en logement. Il y a un sujet démographique, il faut comprendre les modes de vie, le recul de la vie à deux, le vieillissement de la population. Donc ça, c'est les premiers sujets. Il faut analyser les bassins d'emploi. On peut imaginer quand même que si on réindustrialise la France, il va se passer un truc. Puis à l'inverse, quand on a l'effondrement de bassins d'emploi, est-ce que vraiment il va y avoir un besoin en logement? Donc il y a une notion aussi territoriale. On ne peut pas faire que des analyses vues de Paris. À un moment, il faut rentrer dans le détail de la planification territoriale. Et on va aussi regarder évidemment le mal logement. En tout cas, on peut l'espérer en termes des solutions de mal logement. Tout ça, ça va donner un besoin en logement. Et on voit qu'aujourd'hui, on est loin d'avoir un consensus et un monitoring fin. Donc on sent qu'une transformation forte qu'il y aura dans les prochaines années, c'est d'aller pas à pas vers une planification à l'échelle territoriale du besoin. D'accord? Ça, c'est la première tendance de fond. Puis à côté, il y a l'offre. Et c'est vrai que dans le monde d'avant, qui est quand même encore un peu le monde d'aujourd'hui, le KPI principal, c'est les permis de construire, les autorisations, les démarrages de chantier. Donc en fait, dans notre imaginaire, la seule offre en logement qui existe, c'est les logements neufs. Il y a un fond de vérité. Voilà. Donc il y a quand même un défi de transformation colossal qui s'oppose à nous. Mais je voulais juste vous partager quelques transformations à l'œuvre qu'on a pu identifier et qui nous ont donné envie de vous réunir aujourd'hui pour faire ce cycle de conférence. Première transformation, on a de plus en plus de gens qui se demandent, au fait, on a besoin de quoi? C'est une transformation qu'on a vécue sur l'énergie.
Là, je crois, encore une fois, j'insiste, on a atteint un niveau de maturité sur l'énergie. On a quand même tendance à se demander, est-ce que j'ai vraiment besoin de consommer de l'énergie avant de mettre un truc avec un rendement ou un COP? Donc on a acquis cette maturité. Donc on sent tout doucement qu'il y a de plus en plus de monde qui se disent, au fait, on a besoin de quoi? Et là, quand on regarde dans le rétroviseur, entre 2008 et 2018, on avait à peu près un tendanciel de 248 000 logements par an. L'évolution, elle a été liée en partie à la démographie, mais pas que, il faut l'avoir en tête. Plus d'un tiers, c'est des enjeux de décohabitation, avec notamment le recul de la vie à deux. Donc quand vous divorcez pas, vous contribuez à l'objectif de zéro artificialisation nette et de neutralité carbone. Donc si vous développez des solutions pour garder la solidité des couples, il y a quand même un intérêt écologique qui semble intéressant. Et ensuite, quand on se projette dans le futur, il y a un chiffre clé. On en rigolait tout à l'heure. On est à 1 ou 2 logements en termes de précision. Non, moi je plaisante, mais en tout cas, en ordre de grandeur, à l'horizon 2050, on évalue à 3,5 millions le nombre de nouvelles résidences principales. Dans la vie, il n'y a pas que les résidences principales. J'entends la pensée de certains d'entre vous. Il y a bien d'autres sujets, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. En tout cas, on a un ordre de grandeur. D'accord. Donc si quelqu'un tout à l'heure arrive et dit « Moi, j'ai trouvé 3,5 millions de logements, par exemple vacants », il y aura d'autres questions à se poser, on y reviendra dans 2 secondes. En tout cas, c'est un ordre de grandeur et il faut avoir en tête que 95%, c'est des gens tout seuls. Donc on voit que si on veut questionner le besoin, il faut le planifier, il faut l'évaluer au niveau territorial et on pourrait aussi avoir l'audace de se demander quelle est la taille des logements dont les gens ont besoin. C'est un peu ça le défi et ça va être ça un petit peu les voiles de pudeur qu'on va devoir lever pour passer d'un monde où on regardait les permis de construire versus l'annonce des syndicats et de la police du besoin en logement à un monde de demain où on va rentrer un peu plus dans le détail de quel est le besoin réel qu'on a, comme on a su le faire en 40 ans sur l'énergie, même si la conso baisse pas beaucoup, mais on progresse. Donc première transformation importante. La deuxième, c'est qu'on va regarder un peu le parc existant comme un trésor, comme un gisement potentiel de création de logements. Et là, le terrain de jeu est énorme et infini. Aujourd'hui, on a fait le choix de faire un zoom sur le logement, les bureaux et les commerces. On aurait pu parler des friches industrielles, commerciales, on aurait pu parler de plein de sujets de densification. Mais on a fait le choix de regarder ces 3 secteurs-là et on va avoir 3 conférences tout à l'heure. On va se poser des questions. Et notamment, on va se poser la question de si c'était si simple, on le ferait déjà depuis toujours. Donc on va essayer de comprendre quels sont les défis, encore une fois, de transformation qui se posent pour les acteurs de l'immobilier, les acteurs privés, mais aussi les acteurs publics de façon un petit peu générale. Donc là, la question qu'on pourrait se poser, c'est, écoute Christophe, j'ai compris ce que tu dis, mais monitorer les permis de construire, c'est facile. Par contre, monitorer ce truc-là pour avoir une vision claire de l'offre de logements disponibles dans le parc existant, ça me semble un peu plus complexe. Et la réponse est oui, c'est un peu complexe. Allez, on va tenter ensemble, pas à pas, de se poser quelques questions. Si on regarde les logements vacants, et dans quelques instants, il y a quelqu'un de beaucoup plus expert que moi qui va vous en parler, je vois parfois passer sur les réseaux sociaux, il y a 3,7 millions de logements vacants. Donc, le problème est réglé, puisque je vous ai dit qu'il y a besoin de 3,5 millions. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans cette salle? Il suffit de valoriser les 3,7 millions et l'affaire est réglée. Et là, l'enjeu, et c'est pour ça qu'on va parler plutôt d'un gisement théorique, c'est comment est-ce qu'on va réveiller ce gisement? Comment est-ce qu'on va réveiller ce potentiel? Et là, on voit encore une fois qu'il y a des défis qui se posent et l'objectif d'aujourd'hui, c'est qu'on les comprenne mieux tous ensemble. Premier élément de décryptage, en fait, il y a différents types de vacances. Quand on a un logement qui est vide moins de 2 ans, peut-être que c'est normal qu'il soit vide pendant moins de 2 ans. D'accord. Peut-être qu'il y a un changement de propriétaire. Dans la vie du logement, il y a un moment, il est vide pendant quelques temps. C'est pas très grave s'il est vide pendant 20 secondes. D'accord. Donc, il faut quand même faire un petit peu ce dégrossissement, de se dire... Par contre, au-delà de 2 ans, ça commence à sentir pas bon. Voilà, quand on a un logement qui est vide depuis plus de 2 ans. Puis d'ailleurs, je crois que le KPI de 2 ans revient aussi sur les bureaux. Enfin voilà, on sent qu'un actif qui est vide, ou un logement, un bâtiment qui est vide pendant plus de 2 ans, commence à sentir, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Donc ça vaut peut-être la peine qu'on s'y penche. Donc nous, ce qu'on propose, c'est de considérer qu'il y a un truc qui s'appelle le gisement théorique, où on va être sur une vacance supérieure à 2 ans. Ce gisement, il est théorique. Ça ne veut pas dire qu'il est inaccessible. Ça veut dire que c'est un gisement, il va falloir se poser la question de comment je lève les verrous, comment je lève les freins si je veux activer et réveiller ce potentiel. Et on voit que c'est colossal, c'est 1 million, c'est presque un tiers du problème sur les résidences principales. Mais il y a un autre gisement, que nous on appelle un gisement de marché. Le gisement de marché, c'est quoi? C'est le gisement si l'État ne fait rien, si les collectivités ne font rien, s'il n'y a pas d'intervention de la personne publique. On laisse les acteurs économiques se débrouiller, on laisse les citoyens se débrouiller, et on voit ce qui se passe. Et là, on a la tentation de se dire, il est quand même assez probable que quand on est dans des zones tendues, les zones tendues, vous savez, c'est l'endroit où les locataires ou ceux qui aspirent à la propriété ont du mal à accéder à des logements, donc il y a une offre qui est très tendue. En général, il en résulte un dynamisme
dans l'immobilier et donc des valeurs qui font que normalement, tôt ou tard, on finit quand même par avoir la tentation de se bouger les fesses pour sortir le logement de la vacance. Et si on regarde ce critère-là, c'est pour ça qu'on a appelé ça un gisement de marché, c'est-à-dire dans la vraie vie, que se passerait-il naturellement si on ne faisait rien? On espère secrètement, et là vous allez voir le gisement est un peu différent, il y a à peu près 306 000 logements qui sont vacants depuis plus de 2 ans dans des zones tendues, où là on peut quand même espérer qu'un jour les gens se disent mince, j'ai un logement vide dans une zone tendue, peut-être un peu me bouger les fesses parce que les prix de l'immobilier sont intéressants, ou bref, il y a un exemple de rationalité. Voilà, donc ce petit exemple-là, on va rentrer dans le détail, vous l'avez compris, après il y aura des capsules sur chacun des secteurs. C'est juste pour vous montrer que le défi qui va se poser, il y en a deux, j'en vois deux, hein, il y en a probablement bien d'autres. Le premier, ça va être de reconfigurer notre façon d'analyser la demande et le besoin. Et on voit qu'il y a un défi de planification territoriale qui est très important. C'est des défis méthodologiques, des défis politiques qui sont très importants. Puis le deuxième, c'est de porter un nouveau regard sur un trésor que certains d'entre nous ont. Il y a deux trésors, il y a le foncier. Quand on a du foncier, normalement, ça sent bon pour le futur. Et deux, quel est le potentiel de création de logements que j'ai qui viendrait agglomérer une réponse à un besoin un peu plus global et planifié dans la durée. Ça, c'est pour les logements. Et pour le tertiaire, il y a quelques subtilités. Mais on va vous proposer quand même de rester sur ces éléments de langage. Pour le tertiaire, il y a aussi un gisement théorique qui peut être lié à la vacance, mais pas que. On aura l'occasion d'en parler dans les zones commerciales, par exemple. Quand on a un coefficient d'occupation des sols inférieur à 0,5, bah même si la vacance n'est pas super importante, on peut s'imaginer qu'il y a peut-être un truc à faire en termes de densification. Donc en tout cas, il y a un sujet vacances, puis il va y avoir aussi un sujet potentiel de densification. Est-ce qu'on peut surélever, est-ce qu'on peut faire de l'extension, bref, comment est-ce qu'on peut reconfigurer l'occupation du foncier qui a déjà été artificialisé. Ça, c'est un gisement théorique. Encore une fois, il va falloir le manipuler avec des pincettes. Le gisement théorique, c'est la fin de la phrase, c'est qu'on arrivera à réveiller si on lève les verrous, si on lève les freins, si on intéresse les acteurs économiques à ressusciter, entre guillemets, ou redonner vie à ces espaces-là. Et je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, si c'était si rentable et si génial, on le ferait déjà massivement. Parce qu'on est comme ça, nous les Français. Je dérape. Et ensuite, le gisement de marché. Et là, il y a pas mal de particularités, pas mal de critères qu'on va analyser ensemble. Donc je ne vais pas tous vous les partager, mais on mène actuellement des travaux à l'IFPEB sur la question de comment est-ce qu'on fait tourner le bilan. D'accord ? Donc on se met dans la peau d'un acteur économique de l'immobilier, un acteur privé par exemple, et puis on se dit comment est-ce qu'on pourrait lever les verrous pour que les bilans soient intéressants et que valoriser les champs de patates pour construire des bâtiments neufs soit aussi rentable que redonner vie, ressusciter, bref, porter un nouveau regard en fait sur l'immobilier déjà existant. Voilà un petit peu ce qu'on va essayer de parcourir ensemble. Donc qu'est-ce qu'on a vu ensemble pendant cette première courte conférence introductive ? Je vous ai raconté en toute humilité pourquoi est-ce que nous, qui nous intéressions que au sujet de la neutralité carbone, on s'est rendu compte quand même que si on veut réussir la neutralité carbone, va falloir s'intéresser un peu aux bâtiments existants. Voilà, donc tout ce qui nous aide à révéler des nouveaux modèles économiques dans les bâtiments existants, ça sent bon pour la neutralité carbone. Et puis ensuite, d'être vigilant sur la manipulation des chiffres et les gisements de création de logements qu'on manipule, parce qu'il y a des gisements théoriques, puis après il y a des défis, des verrous, des freins. Et plus on sera nuancé dans nos propos, plus ensemble, collectivement, on lèvera les verrous et on arrivera à réveiller ce potentiel de création de logements qu'on va découvrir pas à pas au travers des 3 conférences qui vont se succéder. Je crois que j'ai fini. Donc juste pour vous dire, il nous reste encore 1 minute, je pense. Oui, on va avoir 3 conférences. La première conférence, on va parler des logements, la deuxième les bureaux et la troisième les zones commerciales. Et au travers des 3 conférences, on aura la chance d'avoir avec nous des gens qui sont ultra experts et qui répondront à toutes vos questions. Je vais un peu loin. Des gens qui sont très positifs, très connaisseurs du sujet et qui vont vous raconter un petit peu les freins qu'ils perçoivent, puis surtout les solutions, qui vont vous raconter des exemples concrets de réalisation, de transformation pour réveiller le potentiel de création de logements. Oui, voilà pour la première partie. Si vous avez quelques questions, on a 5 minutes devant nous. Et après, on va attaquer les 3 conférences suivantes. Merci pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Alors, je ne sais pas comment ça marche pour les questions. Il y a quelqu'un qui a une question juste derrière. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation.
je trouvais ça hyper intéressant et je me posais aussi la question en fait, du point de vue des maîtres d'ouvrage, enfin des propriétaires de ces bâtiments vacants, en fait, est-ce qu'on a une idée des raisons pour chacun de pourquoi ils gardent ces bâtiments vacants et donc est-ce que dans ces raisons, on arriverait à trouver les leviers à soulever, voilà, plutôt les verrous à lever? Ouais. Alors dans la littérature, il existe beaucoup de travaux sur l'analyse des déterminants de la vacance. Et donc on a un petit peu une idée des raisons de la vacance. Ça va être très largement développé tout à l'heure par Peggy, donc je ne vais pas déflorer l'ensemble des sujets, mais on en a à peu près une idée. Et donc il y a des leviers qui sont réalisables. L'une des difficultés que je perçois, et Peggy, vous pourrez me contredire si je dis des bêtises, c'est qu'en fait il y a beaucoup de gens à convaincre. Donc il faut quand même aller voir l'ensemble de ces personnes-là et puis leur donner envie. Donc il y a vraiment un travail de fond. C'est clair que par rapport à une grande martingale nationale où on se dit voilà j'ai un modèle économique qui tourne au niveau national, bah là on est vraiment sur du diffus. Il y a beaucoup de gens à aller voir, beaucoup de Français, beaucoup de foyers, beaucoup de citoyens qui pour plein de raisons différentes vont être dans une situation où ils sont détenteurs d'un logement vacant. Donc c'est un énorme défi territorial, on ne va pas réussir forcément à le faire avec des jumelles et qui nécessite un travail de fond. Mais la réponse est oui, on a une idée à peu près précise des différents déterminants de la vacance et je crois que ça va être développé tout à l'heure.